Je vais démarrer cette nouvelle conférence sur le thème des 9 sujets sur lesquels tous les couples se disputent. Mais juste avant de démarrer ma conférence, je voudrais signaler que cette conférence elle est sponsorisée par une plateforme de formation en ligne qui s'appelle Beducatid. Et que pourquoi je suis d'accord avec ça? Parce que moi-même, j'ai beaucoup exploré la sensualité, la sexualité à travers des apprentissages, des cours. Vous savez que je suis animatrice de stages de tantra aussi. Et je trouvais intéressant ce partenariat avec eux parce qu'ils proposent, c'est une plateforme de formation en ligne. Moi aussi, je fais des formations en ligne en plus sur mes sujets. Et eux, ils proposent plus de 150 cours sur la sexualité, les relations amoureuses, mais surtout sensualité et sexualité. Sachant que je dis sans arrêt dans mes conférences que la sensualité, c'est quand même un sujet qui est peu exploré, malheureusement pour le grand public. Sexualité un peu plus et encore, mais il y a plein de sujets qui sont tabous. Et eux, ils ont mis à disposition des cours avec des tutos, avec des vidéos pour tout le monde, que ce soit des célibataires, des couples, des personnes qui sont LGBTQ, enfin toutes les orientations et les genres. Et du coup, moi je trouve intéressant parce que j'ai passé mon temps à être curieuse, à apprendre des tas de techniques en tout genre. Et je trouve intéressant de laisser savoir que ça existe. Voilà. J'en reparlerai parce que dans les disputes pour les couples, voilà, il y a aussi le thème de la sexualité qui peut être un sujet parmi les 9 sujets, qui peut être un sujet de discorde ou de blocage, surtout souvent un blocage, puisqu'il y en a un qui ne désire pas l'autre, ou souvent ça arrive. Donc j'en reparlerai, mais juste pour dire quand même en amont que ben voilà, ça peut être intéressant pour vous de le savoir, d'aller sur ce site qui s'appelle Beducatid. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Si vous passez par moi, vous aurez un code promo Véronique avec mon prénom de 50% pour un abonnement annuel. Et puis, bon, si vous n'êtes pas content, sous 14 jours, vous pouvez toujours vous retirer. Moi, je fais pareil. Hein, dans mes formations en ligne, je dis vous avez 30 jours si vous n'êtes pas satisfait, vous partez. Voilà, bon, c'est des explorations. Pour moi, je trouve ça vraiment intéressant d'explorer. Je propose moi-même des accompagnements en ligne qui sont hyper efficaces, ma foi. Et donc, je trouve toujours intéressant de faire connaître d'autres partenariats, enfin d'autres sites, d'autres thèmes que la relation amoureuse, ici plutôt plus orientée sexualité et sensualité. Ils ont 150 experts quand même. Moi, j'y suis allée, j'ai trouvé des trucs super intéressants du style massage sensuel. Je me suis formée, moi, au massage sensuel, mais comme ça. Alors que, enfin voilà, c'est sous forme de vidéo, santé sexuelle, par exemple sur les problématiques d'éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, enfin, ils ont plein de trucs. Prendre soin de soi sur sa sexualité, voilà, le tantra, le kinky, enfin, ils ont plein de trucs. Bon, affaire à suivre, vous pouvez aller regarder, les liens sont sous ma vidéo. Donc, mon sujet du jour pour lequel vous êtes venus, c'est les disputes. les disputes dans le couple, dans la relation amoureuse. Alors déjà, tout d'abord, à quoi sert une dispute dans un couple? Parce qu'il y en a qui n'aiment pas du tout les disputes et qui se disent « je veux l'harmonie sur Terre, je veux la paix des ménages, je ne veux pas de disputes hein ». Et on pourrait imaginer quand même qu'un couple qui ne se dispute pas étouffe complètement la relation. C'est-à-dire que souvent, s'il y a 0 dispute, parce que un n'aime pas du tout les disputes et l'autre, ça ne le gêne pas trop, ben, il y en a un qui s'écrase au détriment de l'autre. Et donc, à force d'étouffer, de ne rien dire et de contenir sa colère ou ses désaccords, eh bien, il peut finir par s'éteindre, se sentir déprimé, dépressif, voire infidèle. Donc, on pourrait dire, et ça va être tout au long de ma conférence, vous allez m'entendre dire, quand il y a 0 conflit ou quand c'est vraiment en dessous des pâquerettes et donc c'est pas très sain, quand il y a des conflits tout le temps et que ça se dispute de partout et qu'il y a des reproches, avec j'ai raison, t'as tort, etc., un vaincu et un qui triomphe et l'autre qui perd, c'est pas terrible non plus, parce que c'est les extrêmes en fait. Hein. Donc vous savez que je parle toujours de la nuance, moi. C'est ni trop de conflits du matin au soir, parce que sinon vous avez une ambiance complètement pourrie, ni 0 conflit qui sont tout étouffés, parce qu'à force de ne rien dire, les désaccords s'accumulent et ça finit par un passage à l'acte en général assez violent,
avec une goutte qui fait déborder le vase, et puis c'est un peu bizarre quand tout est étouffé comme ça, hein. Donc, on pourrait dire comme ça que la dispute permet quand même de découvrir l'autre sur des points où souvent il n'ose pas se dévoiler comme ça, hein. Donc, c'est pas malsain les disputes, à condition que ce soit entre guillemets bien fait. Et c'est quoi une dispute bien faite? Donc, c'est ce que je vais développer tout au long. Si vous êtes dans zéro dispute, et que vous êtes avec un partenaire qui vous ressemble tellement qu'il n'y a pas de quoi se disputer, ça peut arriver, hein. Des fois, on est complètement dans la similitude et on n'a pas de raison de se disputer. Voilà, on pense pareil, on a les mêmes valeurs, les mêmes points de vue, etc. Bon, pourquoi pas? En même temps, je trouve quand même que ça peut être intéressant de travailler sur la différence. Parce qu'il y a des endroits où c'est rugueux, le couple, où on ne va pas forcément être en accord sur certains points. Donc faites attention quand même que même si vous avez beaucoup de choses en commun, il y a forcément des moments où on est en désaccord. Et donc ces désaccords, ils sont intéressants d'être pointés régulièrement, hein, et pas une fois tous les 3 ans, parce que sinon vous retenez le désaccord, ce qui vous heurte, et ça fait j'avale, 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 et puis après au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, vous ressortez toute la liste de tout ce qui n'a pas été digéré. Donc dans la différence, à savoir qu'il y a quand même du désir. Ce n'est pas dans la ressemblance qu'il y a du désir. Je l'ai dit souvent, si vous écoutez la conférence que j'avais donnée sur les lois de l'érotisme, je vous avais dit que l'érotisme célébrait la symétrie et non la symétrie, donc la différence, hein, et pas l'égalité, l'horizontalité. Donc c'est intéressant de savoir que les conflits, les disputes, ce n'est pas quelque chose de forcément malsain, mais il ne faut pas confondre la violence et la colère. La violence et le désaccord. Alors évidemment, hein, parce que la dispute peut devenir totalement inutile et dangereuse quand il y a du ressentiment, par exemple. Et que, à force de se disputer et d'avoir des reproches, il n'y a plus que ça. Donc on en veut, on a du ressentiment, puis ça tourne dans un cercle vicieux. Ou alors, vous avez une dispute il y a 2 jours, puis vous boudez, puis ça ressasse, hein, souvent ça rumine. Et du coup, vous continuez de le critiquer dans votre tête, même si vous n'osez pas, vous faites un petit sourire au petit déjeuner, mais quand même, vous continuez de le critiquer à chaque fois qu'il est en face de vous. Voilà, bon. Donc là, c'est pas terrible, c'est des conflits qui durent et qui durent et qui durent. Parce que le conflit, c'est bien quand à un moment donné, c'est pas qu'il éclate, mais qu'on pose les choses, parce que ça peut devenir source de rapprochement plutôt que source d'éloignement. Alors qu'on pense a priori que la dispute, c'est d'abord une source d'éloignement. D'abord quelque chose qui nous éloigne, qui fait qu'on n'est pas d'accord. Dans un premier temps, c'est vrai, c'est mon besoin ne correspond pas au tien au même moment. Bon, ok. Mais dans un deuxième temps, il va falloir trouver l'astuce pour nous rapprocher, pour nous rejoindre. Je pense que des personnes qui font des couples durables et qui savent s'y prendre avec ces histoires de conflits, c'est qu'ils ne restent pas à mordre sur le désaccord ou sur le conflit pendant 107 ans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils savent se rejoindre après la tempête, se réunir, se rejoindre. Donc ça va être une question aussi de comment on fait pour que les disputes ne partent pas en ressentiment, ressassé, je t'en veux, et bon, pendant des siècles. C'est trouver un moyen qu'après le nuage qui passe, hein, ou après la tempête, hop, on se rejoint. Donc ça va être des stratégies, hein, comment on va faire. Bon, ça, je vais le développer aussi. Mais pensez-y d'ores et déjà, c'est que la dispute, ce n'est pas forcément quelque chose de malsain. Au contraire, c'est de poser régulièrement ce qui dysfonctionne entre nous, voire de régler des problèmes. Mais ça doit être source, non pas d'éloignement, mais de rapprochement. Et pour que se rapprocher, ça veut dire qu'il va falloir, après on se disjoint, on se rejoint. Alors comment, ça va être... Mais les gens qui boudent, par exemple, c'est moyen comme stratégie, hein. Bouder, ça veut dire je te fais payer, je rumine mon truc, je ne veux pas faire un pas vers toi, je suis toujours en train de t'en vouloir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les coups bas, c'est en dessous de la ceinture, hein. C'est pas je te rejoins. Je pense que les enfants sont pas mal sur les histoires de disputes, genre ça éclate, ils se bagarrent ou ils s'engueulent, et puis 10 minutes après, le truc il est passé, allez on fait la paix, allez c'est bon quoi, on passe à autre chose quoi. Voilà. Je trouve ça assez magnifique de pouvoir gérer les choses comme ça, plutôt que de passer son temps en vouloir à l'autre, et voilà. Hein ?
Alors, si vous voulez parler, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez prendre le micro. Sinon, voilà. Hein? Non, non, je disais, j'ai pas trop envie du micro, mais bon. Ah. Je disais, tout dépend le conflit. Les enfants, c'est des petits conflits. Ah oui, alors je vais venir sur les 9 sujets des conflits. Donc, il y a des sujets croustillants, d'autres moins croustillants. Mais même, par exemple, tu es en train de citer les enfants, ça peut être un sujet de conflit énorme. Hein. L'éducation, la vision de comment on éduque les enfants, ça peut être une grosse source de conflit. Hein. Enfin, chaque sujet, selon comment il est traité et selon le profil de personnalité, peut devenir un sujet monstrueux. Alors que pour celui d'à côté, il va dire « mais c'est complètement anecdotique, pourquoi tu te prends la tête avec ça ?» quoi. Bon, dans certains couples, ça peut être toujours le même sujet. Des fois, et donc ça va pourrir la relation quand c'est toujours et encore le même sujet. Par exemple, ça peut être la sexualité bloquée, ou les enfants, c'est toujours pareil, on se prend la tête sur les enfants, ou la logistique, ou bon, vous verrez, ou l'argent, bon, c'est des sujets un peu classiques, quoi. Et en fait, tant qu'il n'est pas résolu, ça s'entretient, ça revient, et ça pourrit la relation. Donc c'est quand même important que je développe ce thème de comment fait-on avec les disputes, hein. Non seulement quels sont les sujets sur lesquels tout le monde se dispute, mais comment est-ce qu'on fait pour mieux gérer les disputes et que ça ne se fasse pas un engrenage qui se termine en ressassement et en une boucle pernicieuse, hein. On va chercher plutôt la boucle vertueuse que la boucle pernicieuse, puisque souvent, moi, les gens qui arrivent en consultation, ils se font des reproches à tire-larigot, quoi. Il n'y a plus de circulation, de tendresse, de mots gentils, de mots doux, d'élan. Le cœur est fermé, ils se font des reproches tout le temps. C'est des luttes de pouvoir, en fait. Et c'est pas terrible, quoi. Voilà. Un couple se dispute en moyenne 20 fois par mois, quand même pas mal. Donc c'est bien de comprendre les racines des disputes. Et voilà. Et il ne faut pas confondre dispute et bagarre. Hein. En même temps, moi je me suis formée au play fight. Le play fight, c'est, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, c'est une technique où on s'amuse à se bagarrer comme des petits lions, des petits chats, voilà, comme des animaux, quoi. Donc, ou comme des enfants qui se bagarrent. Donc, on utilise le langage non verbal pour pas se faire mal, mais pour utiliser la réponse de la bagarre en jouant, en s'amusant. Mais c'est pas sérieux. Ou alors, autre technique pour différencier la bagarre et la dispute, parce que la dispute, c'est verbal. Et dans le contenu verbal, souvent, on y croit à ce qu'on raconte. On est sûr que c'est vrai, on veut avoir raison, on trouve que c'est légitime. Voilà, on a vraiment envie de convaincre l'autre que ce qu'on dit, c'est vrai. Et la bagarre, c'est la même énergie de la colère, c'est la confrontation, je me confronte à toi, mais si on n'est pas sur le contenu, par exemple, autre manière, là je vous parlais du play fight, c'est-à-dire qu'on va jouer à se bagarrer comme des petits animaux, mais c'est comme un jeu, par exemple, comme si on faisait de la boxe, voilà, on s'amuse, mais on sait qu'on se fait pas mal parce qu'on joue à se bagarrer, pour délier l'énergie de la colère, plutôt que de rentrer dans le contenu. Donc c'est pour supprimer, vous avez compris, le contenu verbal, hein, du jeu raison-tator. Autre manière de faire, c'est en mode charabia. Donc, coucou caca, etc. Et donc chacun parle comme ça dans un langage qui ne veut rien dire, du charabia. Mais l'idée, c'est de libérer la charge sans tenir compte du contenu. Vous avez vu? Donc, la dispute n'est pas la bagarre. C'est important de sortir des luttes de pouvoir de j'ai raison, t'as tort, en s'intéressant beaucoup moins au contenu, ou en jouant comme le font si bien les enfants, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont cette particularité de pouvoir passer à autre chose. Voilà, on s'est bagarré, on n'est pas d'accord, et puis on passe à autre chose. Le problème chez les adultes, c'est qu'ils sont accrochés au contenu. Bon, moi-même, je peux être je l'ai déjà vécu, et on ressasse le contenu, et pour nous, c'est important, ce qu'on dit, on veut être entendu, on veut être compris, on veut être reconnu. Voilà, c'est légitime, mais en même temps, des fois, on va s'accrocher sur des contenus qui ne sont pas très importants, en fait, et on va se prendre la tête sur des trucs un peu anecdotiques, parfois. Bon, pas toujours, hein. En tout cas, les gens qui se disputent, souvent, c'est dans les couples qui sont engagés. Si on est dans un couple où on en a, entre guillemets, rien à foutre, on ne va pas trop
se prendre la tête. Hein, on ne va pas trop se disputer. On commence à se disputer souvent quand les choses deviennent sérieuses et que c'est important pour nous de prendre notre espace, de défendre nos limites. C'est très lié au territoire aussi, hein, territoire à nos frontières. Qu'est-ce qu'on défend, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'on voudrait faire passer comme message. Donc là, c'est souvent parce qu'on est dans un couple qui commence à être engagé officiellement. Si on est dans une histoire d'amant-maîtresse, bon, on va commencer à se disputer sans 7 ans. Voilà. Alors, les 9 sujets de dispute, je vous les donne comme ça, tout de go, et après on y reviendra. Donc, c'est des sujets qui parfois sont tabous. Ça dépend pour quel couple. Mais ça peut être tabou, c'est-à-dire vraiment on évite le sujet parce que c'est un sujet honteux, c'est un sujet où on se dit oulala, si je commence à parler de ça, comment ça va passer, qu'est-ce qu'il va en penser, je ne suis pas légitime pour en parler. Par exemple, l'argent, les dépenses, les dettes, la gestion de comment on gère nos comptes, très souvent dans les couples, est-ce qu'on fait un compte commun, est-ce qu'on fait des comptes séparés, voilà, parce qu'au nom de l'amour, bon, l'argent, ça peut être évalué comme quelque chose de mis en commun, par exemple. Il y a des couples qui ne veulent pas avoir des comptes séparés, et notamment quand il y en a un qui gagne plus que l'autre. Pour ça, je l'ai souvent dans les couples en consultation. Donc, il peut y avoir des problématiques autour de l'argent, mais qui ne sont pas nommées et qui ne sont pas abouties à qu'est-ce qu'on fait de ça, qu'est-ce qu'on contractualise entre nous, qui nous irait à tous les deux, pas à un des deux. D'accord ? Souvent, c'est en lien avec des différences de salaire. D'accord ? Il y en a un qui gagne plus que l'autre. Ça peut être la femme ou l'homme, et puis il y en a un qui n'ose pas dire à l'autre, oui mais c'est pas juste. Donc ça, voilà, ça donne des sentiments d'injustice, ce n'est pas équitable, mais bon, je suis quand même d'accord pour mettre plus d'argent dans le couple, mais en fait je ne suis pas tellement d'accord. Je dis officiellement, souvent c'est comme ça, hein, je dis que je suis d'accord pour mettre plus d'argent que toi, parce que tu gagnes moins par exemple, mais au fond c'est pas juste. Bon. Mais je ne dis pas que ce n'est pas juste. Donc on peut trouver des sujets de dispute comme ça, surtout, regardez, à partir de non-dits. Hein. Tout n'est pas dit. Voilà. Et donc ça peut être problématique quand effectivement on n'est pas si authentique que ça. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas authentique là, celui qui gagne plus et qui met plus, en même temps trouve que c'est injuste, parce que c'est souvent, ah oui mais quand même je ne suis pas généreux. Donc je ne veux pas passer pour la personne non généreuse. Hein, c'est normal. En plus, si je gagne plus, c'est normal que je mette plus. Mais bon, mais quand même, mais ça ne me va pas. Voilà. Et que vais-je devenir si on ne sait pas. Enfin, voilà. Il y a tout un discours qui n'est pas nommé, mais que la personne, elle n'en pense pas moins. Le problème, c'est ce qui n'est pas nommé. Vous avez compris. Voilà. Ou alors, on peut avoir sur l'argent aussi un sujet de dispute autour de valeurs opposées. Par exemple, moi, sur l'argent, j'ai besoin de me mettre en sécurité, donc j'économise, et toi, tu dilapides, puisque tu aimes bien, pour toi, l'argent rentre, sort, et hop, hop, hop. Et donc toi, c'est le plaisir de dépenser, le plaisir d'acheter, le plaisir de te faire plaisir. Et moi, j'ai une valeur autour qui n'est pas la même. Donc il peut y avoir des valeurs complètement éloignées, hein, un, sécurité, l'autre, plaisir, ce qui fait qu'il peut y avoir des tensions autour de l'argent. Comme tous les sujets de dispute dans le couple, ce que je suis en train de vous dire, en clair, c'est que c'est quand même pas mal de les mettre sur la table, d'en parler. Alors après, on va travailler sur la communication, c'est-à-dire comment on en parle, mais plutôt que d'avoir, vous savez, comme dans les bandes dessinées, là, une bulle avec tout ce que la personne pense, mais qu'elle ne dit pas tout haut, mais quand même qu'il y ait une transaction cachée, mais qu'elle pense vraiment. Parce qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, elle dit oui, mais c'est quand même moi qui mets l'argent. Hein, et puis finalement, l'autre ne m'est pas redevable. Enfin, qu'est-ce que je reçois en retour? J'avais impatience ce matin, comme ça, alors, sur l'argent. Et il s'était accroché à une femme qui était très belle. Donc, pour une histoire de sexualité, il s'est dit ouais, j'aurai une bonne sexualité parce qu'elle est belle et je la désire, j'en peux plus. Mais pourquoi pas, c'est why not? Et du coup, il lui donnait de l'argent. Et il l'entretenait en fait, il lui donnait de l'argent. Elle en avait beaucoup en plus depuis un héritage, mais il continuait de lui donner de l'argent pour avoir en échange
cette ressource de soi-disant bonne sexualité. Ça ne marchait pas en plus son truc, hein, elle ne lui donnait pas en retour, mais lui, il pensait qu'en lui donnant de l'argent, en jouant au jardinier, alors que ce n'était pas son truc d'être jardinier, bon, enfin, en mettant à son service, il allait récupérer de la ressource ici sexuelle. Bon, voilà, bon, et effectivement, ça ne fonctionne pas cette histoire, mais il ne se mettait pas en conflit, en fait, il ne disait pas, franchement, sauf au bout de 3-4 ans, je ne sais pas combien, non, ça faisait 10 ans qu'il était avec, non, plus de ça. Hein. C'est que récemment qu'il a fini par s'opposer en disant non, moi ça ne me convient pas de jouer au jardinier, c'est pas mon truc, alors tu as de l'argent, paye-toi un jardinier, ou j'en ai marre de te donner de l'argent alors que tu vis même pas avec moi et tu fais rien pour moi. Donc voilà, mais il ne se mettait pas en conflit. Parce que vous avez ici, il y a la bulle qui dit ouais, mais bon, quand même, elle exagère. Mais comme il était accro à cette imaginaire de sexualité bonne qu'il pouvait recevoir, eh ben, il ne disait pas grand-chose. Et finalement, mais il n'en pensait pas moins. Et voilà. Donc c'est un exemple concret hein, de comment je me... Voilà, c'est de la dépendance, mais comment je me punis, comment je me pourris la vie en étant hypocrite, en fait, en ne disant pas la vérité de ce que je ressens au fond et de ce que je vis au fond. Voilà. Donc, on était sur un des sujets, l'argent. Deuxième sujet, donc, comme je le disais tout à l'heure, le sexe et l'intimité. Donc, la sexualité, souvent, ça peut être un sujet de discorde, mais souvent plutôt un sujet de blocage. Alors, on peut le retrouver avec des désirs différents. Hein, il y en a un qui aime la fréquence hein, des rapports sexuels ou de l'intimité. Parce que la sexualité, souvent, ça va, et d'ailleurs c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand je parlais du site, là, de la plateforme en ligne de Medicated, là, où je disais justement, la sexualité, ça va avec la sensualité. C'est pas sexualité, génitalité, pong, et puis derrière, ça va souvent avec la connexion beaucoup plus profonde. Souvent, ça va avec, pour les femmes en tout cas, et pour certains hommes, ça va avec une connexion intellectuelle, avec une connexion du cœur. C'est pas juste on fait du sexe pour faire du sexe, parce que ça, c'est un peu plat. Et dans la sexualité, justement, c'est intéressant de voir que parfois, on n'est pas sur la même fréquence, quoi. Que ce soit la fréquence au niveau du rythme, il y en a qui sont plus souvent, d'autres pas souvent. Il y en a qui ont besoin de cette connexion profonde. C'est quoi cette connexion, cette communication pour faire monter le désir, hein, pour mettre les conditions pour avoir du désir. Donc, de nouveau, ça se comprend, ça s'apprend. Hein, comment je mets en place ces conditions, les langages de l'amour aussi. Hein, de nouveau, ça, c'est des cours aussi qui s'apprennent. Quels sont les langages de la sexualité, les langages de l'amour. Hein, ça se développe. C'est tout un art, en fait. Hein. On peut aussi passer, quand on a des problématiques sexuelles, par la sensualité, justement, par les massages sensuels. Bon, de nouveau, ça s'apprend. Ou des massages sexuels. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être explorées quand il y a quelque chose de bloqué au niveau de la sexualité et que surtout, on n'en parle pas. Parce que le problème, c'est de ne pas en parler. C'est de ne pas mettre le sujet sur le tapis. Ça devient un sujet de dispute, mais en mode, je te le fais payer. Genre, c'est pas j'ai la migraine, mais bah, je te fais plus, j'ai plus de tendresse. Par exemple, au début, quand ça marchait bien, bah, je t'offrais j'avais des attentions, j'allais t'amener ton petit déjeuner au lit, ou j'avais envie je sais pas quoi, de te rendre un service. Et ben, des fois, il y a des gens qui sont frustrés sexuellement, quand ça commence à moins fonctionner ou à être bloqué, et toutes ces attentions, quick, terminées. Plus de petits déj au lit, plus de... plus je te renseigne, plus rien. Il y a quelque chose qui se ferme parce qu'il y a de la frustration. Et en plus que si ce n'est pas nommé, ça galère. Ça rend difficile, ça rend vraiment difficile. C'est pour ça que je trouve que le sujet de la sexualité, j'en ai des fois parlé aussi, mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir le mettre à plat, mais sans s'engueuler, quoi, sans dire tu me frustres ou t'es pas à la hauteur, enfin, avec le mode tu, évidemment, ça ne parle pas. Mais de pouvoir parler, s'exprimer sur comment moi, quels sont mes désirs, comment moi je me connecte à la sexualité, comment c'est pour toi ce sujet de la sexualité, quel est ton rapport à la sexualité et à la sensualité, de pouvoir déjà en parler pour mieux se connaître. Et puis, dans un deuxième temps, moi je le dis souvent, puisque j'animais des stages de tantra, d'aller se former, d'apprendre, par exemple... et de pratiquer la sensualité, de pratiquer
ou d'aller explorer des pratiques un peu plus fantaisistes du style le kinky, le SM, les cordes, enfin d'aller s'amuser à explorer des trucs, ou le tantra, ou la sexualité sacrée, enfin des tas de trucs qu'on n'a pas l'idée d'explorer, parce qu'on rentre dans un sujet tabou, et on a l'impression que, bon, bah voilà, c'est carré, c'est cadré, si on commence à en parler, l'autre il va faire la gueule, bon bref. Donc ça peut être intéressant, je vous dis, de découvrir, de pouvoir parler et de se découvrir et d'explorer ensemble. Moi, je le dis souvent à des couples qui viennent bloquer sur la sexualité, je dis, écoutez, c'est important, si vous êtes cimenté sur la sexualité et que pour un des deux, le ciment du couple, c'est la sexualité, souvent c'est le cas, il y en a un des deux qui est cimenté dessus, et des fois les deux, mais souvent c'est un des deux qui est cimenté dessus. Alors pour lui c'est très important, c'est une valeur fondamentale, et l'autre, moi, bah, ça vaut la peine d'explorer à deux, parce que sinon, d'emmener votre partenaire explorer ensemble l'espace de la sensualité, de la sexualité, pour lui faire connaître, voilà, pour lui faire découvrir quelque chose. Donc, bon, intéressant, et voilà, et c'est pour ça que je voulais parler de ce site avec lequel j'étais en partenariat. Moi, j'ai un truc qui m'avait branché dans ce qu'ils avaient fait, parce que j'ai suivi un cours avec eux. C'était les langages de l'amour, l'intimité physique, s'approcher, remettre à plus tard aussi, ils avaient un cours là-dessus, comment les secrets d'une connexion émotionnelle et profonde, comment remettre à plus tard de façon ok. Par exemple, on se voit des fois dans les couples qui ont un problème de sexualité, ils n'osent pas se dire non, mais en même temps, ils disent non, ou il y en a un qui se force. Enfin, ça c'est le genre de truc qui se fait à moitié violer, vous voyez ce que je veux dire, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Donc il a l'impression de se faire abuser, surtout pour des gens qui ont déjà été abusés. Donc des fois se joue le terrain de la sexualité, ça peut être un terrain chaud en fait, c'est le cas de le dire, avec des retraumatisations de systèmes d'abus, de frontières non déjà entravées par les parents, ou d'autres histoires, et donc ça peut être un lit de retraumatisation. Donc d'où l'intérêt de pouvoir communiquer, s'exprimer, etc. Voilà, donc ça peut être intéressant de se former soit à ça, soit au consentement aussi, hein. Aujourd'hui, il y a des formations aussi sur le consentement. Comment donner, recevoir, prendre, tout ce travail-là qu'a fait le mouvement MeToo sur le consentement, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour travailler là-dessus. Mais ça peut être un sujet de discorde par peur du rejet. Moi, je sais, je l'ai vécu comme ça. J'avais du mal parfois à parler de sexualité parce que je me disais que si je mets le sujet, il va me rejeter. Il va vraiment vouloir me dégager de la relation. Si je dis la vérité, que ça me plaît, ça me plaît pas. Donc, il y a des enjeux souvent sur des sujets, que ce soit l'argent, le sexe, l'intimité, etc. Quand on met trop d'enjeux, on se met la pression, on ne nomme pas les choses, mais ça fait encore pire. Voilà. Autre sujet de dispute, vous avez les tâches ménagères. Tâches ménagères, le classique pour les femmes. Hein. Répartition injuste, charge mentale, et j'en fais plus que toi et je ne suis pas reconnue. Très souvent, on dit que les femmes, elles passent 1 heure de plus au minimum que les hommes sur les tâches, toute la logistique, le ménage, la cuisine, les courses, la charge mentale, ce qui va chercher les enfants, etc. Bon, il paraît que c'est encore vrai aujourd'hui. Et donc, et aujourd'hui, on cherche quand même quelque chose de plus égalitaire, hein, à redistribuer équitablement ces histoires de charge mentale, de charge parentale, de répartition des tâches ménagères. Donc, si vous êtes frustré de nouveau, hein, et que vous ne le dites pas, ça peut au bout d'un moment être pénible. C'est de nouveau, c'est pas juste, je ne le dis pas, mais j'en pense pas moins. Donc, à un moment donné, ce sujet, va bien falloir le mettre aussi sur le tapis, sans être dans trop de reproches, en mode tutu-klaxon. C'est le truc de tutu-klaxon. Oui, t'as encore pas rangé, c'est moi qui fais tout, tu fais rien, t'es toujours en train de laisser traîner toutes tes affaires, et j'en ai marre, voilà. Donc, vous allez voir qu'après, c'est la forme, la manière dont on exprime le sujet sur la table qui va faire la différence, mais en tout cas, c'est important qu'il n'y ait pas de sentiment d'injustice, en fait, et que ça dure tout le temps. Que ce soit toujours l'un qui prenne en charge tout et l'autre qui se fasse porter.
Parce que sauf si c'est confortable pour les deux, mais en général, c'est pas toujours confortable pour les deux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait des efforts et l'autre qui fait là en mode. Donc quand il y en a un qui se sent, bah oui, c'est encore un truc d'abus des frontières. Hein, parce que je fais des efforts, au début je suis généreux, je suis sympa, je suis amoureux, puis à un moment donné, si ça dure, je fais toujours des efforts, j'ai l'impression que et je finis par me forcer, et je joue au gentil, et puis à un moment donné, ça me pèse en fait, et ça me pèse tellement parce que c'est injuste, que je finis par te le faire payer d'une manière indirecte. Pas forcément en te faisant des reproches, parce que je suis aussi responsable de prendre en charge et de faire des efforts, hein, personne ne me force, mais je râle, mais je suis victime. Parce que si je râle et que je ne mets pas de limite de manière ferme, il ne va rien se passer. C'est oui, mais c'est toujours moi qui fais tout, regarde tes affaires, il y en a partout, mais c'est moi qui fais toutes les courses. Mais je râle, mais il ne se passe rien, il n'y a pas de changement. Donc à un moment donné, il va falloir mettre le sujet vraiment sur la table pour qu'il y ait obtention d'un changement et de redistribuer les tâches, et c'est ce que préconisent la plupart des gens sur les histoires de charges mentales ou de charges de répartition des tâches, c'est de dresser la liste de tout ce que chacun fait, de tout ce qu'il y a à faire dans la maison, et de redistribuer équitablement. Qui fait quoi, où, quand, comment, à quelle heure, voilà, de faire un tournus éventuellement. En tout cas, vous devez faire une liste exhaustive, hein, comme au boulot, hein, la liste de toutes les tâches, et puis ensuite, qui fait quoi à la maison, à quelle heure, etc. Voilà. Donc c'est un sentiment d'équité et d'être reconnu aussi. Hein. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes suffisamment reconnu? Si par exemple c'est plutôt vous qui faites la cuisine régulièrement et quasiment à tous les repas, est-ce que vous avez le sentiment d'être reconnu ou pas? Ou est-ce que ça passe à la trappe, tout le monde s'en fout parce qu'il mange en un quart d'heure et puis hop, terminé. Donc ça aussi, il y a aussi cette question qui n'est pas toujours soulevée, mais l'équité et la reconnaissance. Pourquoi il? Pourquoi? Pourquoi il? Ah, pourquoi il? Ben non, des fois c'est elle. Oui, oui, alors là, oui, vous avez tout à fait raison. Il ou elle, il, elle. Non, vous avez raison. Des fois c'est. Oui, oui, en plus ça arrive souvent que c'est l'inverse. Hein. Oui, oui, tout à fait. Parfois c'est l'homme qui fait tout. Oui, j'avais pas de. Non, c'est comme ça. Des fois il y a des exemples complètement inversés. Donc vous avez raison. On dit souvent que c'est les femmes qui se tapent le plus le ménage, les courses, etc., la cuisine, mais parfois c'est l'inverse. Hein. Il y a même des hommes qui sont beaucoup plus papa-poule par rapport aux enfants et qui prennent beaucoup plus en charge les enfants et les soins des enfants que la femme. Donc ça dépend complètement d'une personne à une autre. Autre sujet très de discorde, hein, bah, justement, les enfants. Alors ça peut être l'éducation, la vision de l'éducation qui n'est pas la même, la discipline, l'autorité. Hein. Il y en a un qui est plus autoritaire que l'autre ou qui est plus cadrant, l'autre qui est plus permissif. Donc c'est une vision différente de comment on éduque les enfants. Alors des fois ça peut vraiment être très séparé, très éloigné, la vision de la parentalité. Ça peut être les couples recomposés avec des enfants. Il y a les tiens, il y a les miens. Des fois ils s'entendent bien, des fois ils ne s'entendent pas bien. Des fois, alors c'est compliqué ces histoires des fois de couples recomposés qui se mettent sous le même toit avec tous leurs enfants en commun, avec des fois et c'est pas ma maman et c'est pas mon papa et des choses comme ça, pas simple. Et puis les priorités aussi, est-ce qu'on fait passer les enfants en priorité, est-ce qu'on les fait passer après, est-ce que c'est le couple en priorité, il peut y avoir des couples fusionnels qui font passer les enfants après, ou l'inverse. On met d'abord les enfants en priorité et le couple passe après. Voilà. Ça peut être aussi dans les sujets de discorde, voire de rupture. Moi, je veux des enfants et toi, t'en veux pas. Moi, c'est l'heure d'en avoir. Donc, est-ce que là, t'es pas pressé? Donc, ça peut être ça aussi, hein, des sujets de dispute. De nouveau, plus c'est tabou, plus c'est des sujets qui sont mis sous le tapis, plus à un moment donné, ça va se retourner comme une crêpe. Hein. Tôt ou tard, vous allez avoir le sujet, il n'est plus tabou là. Il va vous amener, voilà, il va être criant de vérité. Donc c'est vraiment important que aucun sujet ne doit finir tabou. Parce qu'à force de les enterrer, quand ça sort de manière violente. Hein. C'est limite rupture, quoi. Autre sujet, puisqu'on en a 9, la belle famille et les proches. Ça vous fait marrer, mais bon, la belle-mère, le beau-père,
La famille, là-bas, à Noël, les loyautés, on va tous les week-ends, est-ce qu'on va manger dans ta famille ou pas? Mais moi, j'en ai pas envie. Les intrusions, les téléphones de la belle-mère, ou au contraire, le fait qu'elle ne soit pas accueillante ou qu'elle n'accepte pas la nouvelle conjointe ou je ne sais pas quoi. Enfin bon. Donc c'est les attentes. Alors, les sujets, c'est la loyauté, l'intrusion, hein, ça peut être intrusif, les attentes déçues, les frontières du couple, hein, jusqu'où c'est le couple et jusqu'où on donne de l'espace et on se fait intruser par la famille, où on donne trop de place aux familles du conjoint et à ma famille, etc., qui fait que l'autre ne s'y retrouve plus dans le couple. Des fois, c'est vraiment des vraies raisons de rupture aussi, ça. Hein. Moi, j'avais une de mes meilleures amies, son mari passait beaucoup plus de temps avec sa mère classique, hein, qu'avec elle. Donc au bout d'un moment, au bout de 10 ans, 15 ans, après avoir fait 3 gosses, elle n'en pouvait plus. C'est pareil. Bon. Mais ça peut être dans l'autre sens. Hein. Là, je ne sais pas, je prends un exemple, mais ça peut être l'inverse, hein, c'est pareil. Donc le temps passé ensemble, autre sujet aussi de dispute. On ne passe pas, alors, surtout sur les couples qui ont des enfants ou qui travaillent beaucoup, donc il y a un manque d'attention sur le temps passé ensemble ou la qualité du temps passé ensemble, donc une forme de déconnexion, trop d'habitude, et puis on ne fait plus attention l'un à l'autre. Donc on est plus dans la qualité, dans la quantité de temps passé ensemble que la qualité, donc ça peut être problématique, surtout si on vit sous le même toit. Moins si on vit de manière séparée, sous 2 toits différents, parce que quand on a les retrouvailles, on est déjà... Voilà, il y a l'espace de distance, le fait qu'on ne vive pas ensemble. Autre sujet, la communication, bon, ça c'est un classique, hein, les malentendus, l'interprétation, le ton de voix, il y en a qui ne supportent pas un ton de voix un peu haut, tout de suite ils crient, ils hurlent, voilà. Et puis, ce que je nommais tout à l'heure, les passifs agressifs, c'est un classique. Hein, je ne dis pas grand-chose, mais à un moment donné, je pète un câble, donc j'envoie tout péter. Ou je fuis la relation, donc ça c'est passif-agressif. Donc c'est des communications qui sont malmenées. Autre sujet, les attentes non dites. Tu aurais dû savoir, que tu aurais dû deviner. Souvent, je pense que l'autre est télépathe et je ne dis pas ce que j'attends. Mais j'attends. J'attends que l'autre sache me donner des attentions, me faire des sourires, vienne vers moi, me devine, quoi. Voilà. Ou parce que je centralise la relation et le couple étant vecteur de bonheur, et je centralise tellement la relation que tu devrais, j'ai plein d'attentes, tu devrais être mon meilleur ami, mon meilleur confident, mon meilleur époux, mon meilleur soutenant, mon meilleur... enfin, tellement tout que je suis déçue. Et je te reproche que tu aurais dû savoir que tu devrais me soutenir quand je ne suis pas bien, tu devrais m'écouter tout le temps, enfin bref, etc. Donc ces attentes non dites en forme de reproche, tu devrais savoir, tu fais pas ci, tu fais pas ça, ça va aussi vous faire travailler sur l'art de formuler des besoins. Parce que c'est normal que dans un couple, on n'ait pas des besoins qui se rejoignent, mais ça nous forme, ça nous oblige à travailler sur comment j'arrive à formuler des besoins pour que l'autre puisse me comprendre dans mon univers. Et puis, dernier sujet de discorde, la jalousie, qui est souvent un gros sujet, qui est la jalousie, c'est un problème de confiance. Hein. Si je suis jaloux, c'est que souvent, je ne me sens pas assez important pour toi, que je me sens inquiet, ou que je me sens contrôlée par toi. Ça peut être l'autre est jaloux, et donc il me flique, hein. Il me contrôle, il me suspecte. Il cherche dans le passé à fouiner, d'accord ? Donc ça travaille, la jalousie travaille toujours autour de l'insécurité de l'un des partenaires, voilà, et ça, à force d'être dans l'insécurité, c'est une des premières sources de rupture, hein, dans le couple. Hein. Les histoires de jalousie. Quand il y en a un qui est tout le temps jaloux et qui est tout le temps méfiant et qui est tout le temps insécurisé, et qui contrôle et qui suspecte et qui devient un peu parano comme ça, au bout d'un moment, ça peut être un gros sujet, un des sujets de rupture, ou pas, hein, mais voilà. Donc, bon, après, tous les 9 sujets que j'ai cités, ils sont tous... il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre, on va dire. Ça dépend comment il est traité.
Mais un sujet qui vous paraît anecdotique peut devenir énorme pour un couple et cristalliser, tout peut être cristallisé sur le sujet. C'est le sujet du couple sur lequel ils n'arrivent pas à se débloquer en fait. Donc on parle de situation bloquée. Alors j'ai fait un petit quiz, à savoir que vous le retrouverez sous la vidéo. Je mettrai le lien, comme d'habitude, je mets le lien des PowerPoint sur lesquels je travaille. Et vous les aurez en lien accessible, voilà. Ouais. Alors attends, bouge pas. Oui, vas-y. Vas-y. Parce que sinon, on t'entend pas. En fait, ça n'a rien à voir avec ça. C'était une conférence où j'étais allée la dernière fois par rapport au PowerPoint et je n'ai pas retrouvé la conférence. J'étais allée à la Gazette Café, c'était sur l'engagement. Ah bah, elle est sortie il y a 3 jours, l'engagement. La peur de l'engagement, la conférence est sortie il y a 3 jours. Ça va alors. Donc c'est normal. Il faut le temps que ça s'exploite. D'accord, ok. Bon, voilà, si vous avez un problème pour trouver les liens de tout ce que je dis, vous m'envoyez un mail et puis je réponds ou j'envoie à l'équipe support. En général, on vous répond. Donc le quiz, ça c'est pour savoir si vous êtes dans les 9 sujets là. L'argent, alors si vous êtes en relation en ce moment ou dans votre future relation, si vous n'êtes pas encore en relation, est-ce que l'argent est une source de tension entre vous deux? Oui, non. Nous avons souvent des désaccords sur notre vie sexuelle ou notre intimité. Oui, non. Donc vous comptez les points. La répartition des tâches à la maison génère des frustrations. Nos styles éducatifs sont différents ou créent des conflits. La présence ou les avis de la belle famille posent parfois problème. La fameuse belle famille. L'un de nous trouve qu'on ne passe pas assez de temps de qualité ensemble. On a souvent du mal à bien se comprendre quand on parle de sujets importants. J'ai l'impression que l'autre devrait deviner certains de mes besoins. Et la jalousie ou le manque de confiance a déjà causé des disputes. Voilà, donc ça, on revient sur les 9 sujets. Hein, donc vous verrez le nombre de points. S'il y a beaucoup de points de cristallisation, c'est important, c'est un point de départ pour mettre des mots sur ce qui coince et chercher à mieux se comprendre. Mais déjà, c'est bien d'identifier les sujets qui fâchent, en fait, hein, plutôt que de les enterrer. Je l'ai déjà dit, je le redis. Hein, donc déjà, quels sont les sujets qui sont un peu tabous, ou qui fâchent, ou qui dérangent, ou qui sont honteux, ou qui sont évités, ou qui sont au contraire pas évités, mais ressassés en mode guéguerre. Donc ce sont des sujets qu'il va falloir reprendre avec une communication saine. En tout cas, il va falloir s'en occuper de ces sujets-là. Ils ne vont pas se résoudre tout seuls, ils ne vont pas s'envoler avec leurs petites ailes. En tout cas, ça c'est sûr. Donc maintenant, nous allons passer à comment faire quand on ne voit pas les choses de la même manière. Parce que c'est ça, le conflit signale la différence, il ne signale pas l'accord. Ce que disait Swami Prajanpad, qui était un maître spirituel, qui était l'enseignant d'Arnaud Desjardins. Enfin bon, pour la petite histoire, moi j'avais lu son bouquin d'Arnaud Desjardins, pour un amour réussi, un couple réussi. Et l'idée, c'était que les 5 critères d'un amour réussi, c'était d'être différent, parce que sinon on s'ennuie. Mais si on est trop différent, rupture. Donc, un peu, mais pas trop. Quand on a des valeurs, et ça, tout le bouquin, il parlait de ça, hein, si vous avez des valeurs qui sont vraiment trop éloignées, alors à ce moment-là, ça fait tellement le grand écart que ça va être vraiment conflictuel, ça va être compliqué de négocier, de vivre ensemble. Il y a une problématique de compatibilité tellement on a des valeurs qui sont éloignées. Même si on s'aime beaucoup, même si on est amoureux, même si, ça peut être compliqué au quotidien de se prendre la tête sur les rythmes. Il y en a un qui se couche tôt, d'autres qui se lève tôt. S'il y en a un pour lui c'est important la sexualité, l'autre pas. Je ne sais pas, il y en a un qui veut faire des enfants, l'autre pas, ou qui n'a pas du tout la même vision sur les enfants. On a vu tous les sujets. S'il y en a un qui est très religieux, l'autre pas. S'il y en a un qui est pré-branché politique et l'autre, il est dans le camp opposite. Enfin, si on a des valeurs très éloignées, même sur aussi les statuts sociaux. Hein. Statut social, ça peut être aussi des gros décalages. Et du coup, ça peut créer des éloignements. Donc, il y a plein d'endroits où quand les valeurs sont très, très éloignées,
ben, vous pouvez vous aimer, vous trouver beau, intelligent, nanana, ça va bugger en fait, ça va être très compliqué. Voilà. Surtout après la période de lune de miel, parce qu'au début, on idéalise, on voit que ce qui est commun, et puis avec le temps, on voit ce qui est distinct. Vous avez remarqué, au début, tout est rose, et puis après, voilà. Donc, moi, ce que je trouve important, c'est de voir qu'est-ce qui reste à l'intersection, qu'est-ce qui reste en commun entre nous. Et quand ça commence à diminuer, ce commun, hein, quand il y a trop de différences, il y a trop de besoins non nourris. Donc, posez-vous la question, est-ce qu'à ce moment-là, votre couple est encore viable entre ce que je donne et ce que je reçois? Ça, je ne parle pas des couples en lune de miel, je parle des couples qui commencent à durer et à se fréquenter vraiment depuis un certain temps. Parce que si vous avez l'impression que vous donnez plus que ce que vous recevez, ou si vous avez l'impression que vous vous acharnez à faire en sorte que ce couple tourne, ou que cette relation fonctionne, mais que finalement vous n'y trouvez pas assez d'épanouissement, peut-être posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment viable? Est-ce que vous ne vous acharnez pas? Est-ce que vous êtes persévérant ou acharné à donner de l'énergie à ce couple? C'est une vraie question, hein, et ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça a à voir vraiment avec cette compatibilité, avec ces valeurs, avec cette différence en fait. Hein. Alors je ne dis pas qu'il faut envoyer péter la relation dès qu'on a des valeurs qui ne sont pas les mêmes. Mais en même temps, on n'est pas dans une période où, comme il y a 40 ans en arrière, on restait même si ça ne nous convenait pas. Hein, on ne cherchait pas l'épanouissement, on ne cherchait pas tant que ça à être satisfait à travers le couple. On restait parce qu'on avait des arrangements, parce que c'était pour les enfants, parce que c'était économique, parce que c'était la mentalité de se dire on est en couple et ce pour une vie. Hein, on n'était pas en train de se dire je vais faire un couple tous les 5 ans. Voilà, on ne se disait pas ça du tout. Hein. Donc du coup, on a changé d'époque et du coup, on est beaucoup plus orienté sur la satisfaction à travers le couple et la satisfaction personnelle. Donc, faites avec l'époque, je ne sais pas, ou faites comme comment ça vous parle ou comment ça résonne pour vous, mais c'est important de réévaluer la relation que vous avez avec la personne, surtout si ça fait un moment et que ça ne vous convient pas. Est-ce que vous continuez à être dans une liberté de choix, notamment s'il y a beaucoup de disputes ou simplement incompatibilité au niveau des valeurs? Est-ce que vous vous sentez libre de choisir de rester ou de quitter la personne? Ou est-ce que c'est simplement un attachement émotionnel à une personne qui est plutôt une forme de dépendance, sur lequel vous n'arrivez pas à décrocher parce que vous êtes accro à quelque chose et que c'est confortable et que vous avez peur du « que vais-je devenir ?» de la suite des opérations si vous le quittez. Donc ça s'appelle un attachement, mais vous n'êtes pas libre de votre choix. Donc posez-vous toujours la question, quand vous mettez beaucoup d'énergie au service de la relation à la faire fonctionner, est-ce que vous recevez du bon? Ou est-ce qu'il y a plus de mauvais que de bon? Alors ça c'est un peu basique ce que je vous dis, il n'y a pas que moi qui le dis, hein. Ça suit aussi les 20-80, le diagramme de Pareto. Si il y a 80% de bons et 20% de disputes ou de sujets sensibles ou de choses qui heurtent ou qui dérangent, c'est normal. Dans un couple, ça ne peut pas être... On l'a vu au début, c'est pas, quand c'est lisse, c'est bizarre aussi. Il n'y a rien qui bouge, l'eau qui dort, méfiez-vous de l'eau qui dort, c'est un peu suspect. Il y en a un qui ne veut absolument pas se mettre en conflit, qui déteste les conflits. Donc là, un de ces quatre, vous allez le payer cher. C'est un masque. Mais quand il y a 20% de pas bon ou de discorde et 80% d'épanouissement ou de bon, ben voilà, là vous êtes dans un couple, je dirais, normalo-névrosé. Mais si c'est l'inverse, si vous êtes dans 80% de tension, vous ramez, vous mettez beaucoup d'efforts, faites beaucoup d'efforts, vous essayez de créer des arrangements et que vous êtes très attaché, que vous vous acharnez, etc., à un moment donné, posez-vous la question, peut-être il faut remettre en question la relation, s'il n'y a que 20% de bons et 80%, 20% et 80% de pourris, ou de tension, ou de malaise. Parce que c'est à prix coûteux, donc vous perdez des plumes. Voilà. Alors je sais que c'est difficile de faire des choix comme ça. Souvent les personnes qui me consultent, elles arrivent dans des états catastrophiques parce qu'il y a effectivement 80% de pas bons et 20% de bons, mais elles sont agrippées aux 20% de bons évidemment. Vous en doutez, parce que sinon elles lâcheraient, elles n'auraient pas besoin de moi. Voilà.
Donc toujours pareil, c'est important de voir quand ça ne va pas, hein, quand je commence par rapport aux 9 sujets. Si vous êtes dans un sujet qui cristallise, est-ce que quand je suis stimulée par le sujet, est-ce que j'ai du recul ou est-ce que j'attaque l'autre spontanément quand je suis stimulée, ou est-ce que j'arrive à avoir du recul et à me dire, attends, je ne vais peut-être pas y aller en direct, je ne vais pas tout de suite spontanément lui répondre, quand il ne va pas dans mon sens, par exemple. Par exemple, je prenais l'histoire du sexe, moi je veux du sexe et l'autre il n'en veut pas. Est-ce que cette part qui est frustrée prend la main et je vais faire des reproches à l'autre et que l'autre ne va pas, il va pas pouvoir m'accueillir, parce que quand je fais un reproche, l'autre il se sent rejeté en général, hein, il se sent agressé, donc il va se défendre. Donc est-ce que la part de moi qui est stimulée réagit ou surréagit quand il y a un stimulus, ou est-ce que j'observe que je suis fâchée ou dérangée ou heurtée ou blessée et que j'ai envie de réagir? Voilà. Parce que quand je suis dans la surréaction, spontanément, je n'ai pas l'état du moi adulte aux commandes. Moi, c'est l'enfant blessé qui est aux commandes et qui émotionnellement va se défendre, ou va attaquer, ou fuir, ou attaquer, ou se figer. D'accord ? Mais je ne suis pas dans le calme pour répondre. Je ne suis pas dans mon état du moi adulte. Je ne suis pas en train d'analyser, de traiter l'information et de me dire quelle est la meilleure réponse, comment je vais intervenir au mieux. Non, je suis en surréaction. C'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui émotionnellement est atteinte, qui fait un reproche parce qu'elle est stimulée par le sujet qui fâche là. D'accord ? Donc ça, ce n'est pas terrible. Donc déjà, vous pouvez commencer à passer en mode observateur. C'est-à-dire être le témoin de vous-même. Est-ce que je surréagis ? Est-ce que cette part de moi est aux commandes ? Ou est-ce que je peux dézoomer, hein, et observer si je suis dans le calme ou dans la curiosité de voir pourquoi l'autre, par exemple j'étais dans « il veut du sexe, c'est pas moi », pourquoi l'autre ne veut pas, je me sens rejetée, par exemple. Donc d'être curieux de voir qu'est-ce qui se passe pour l'autre. Ça peut être ça, soit il ment, soit il me trahit, soit je ne sais pas quoi, soit il y a un problème d'argent, soit la belle-mère, enfin peu importe. D'être dans la curiosité, c'est « ah, j'essaye de comprendre pourquoi l'autre fonctionne ainsi et qui ne va pas dans ma direction ». Et est-ce que je suis dans le calme ? Pourquoi il réagit comme ça ? Est-ce que je suis dans la compassion ? Est-ce que je suis dans la curiosité ? Est-ce qu'il y a de la clarté ? Ou au contraire, est-ce que je suis dans la surréaction ? Donc quand je suis dans la surréaction, eh ben, il faut faire attention à ce que je vais faire et ce que je vais dire, parce que en général, quand je surréagis, quand mon système nerveux est activé, ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de vivre avec cette personne. Parce que fondamentalement, quand on est avec quelqu'un dans une relation d'amour, on a envie de faire vivre l'amour. On n'a pas envie, on a envie de contribuer, on a envie de s'entendre. On n'a pas une intention de se taper dessus et d'avoir raison et d'autres avoir tort, ou de se rejeter en fait, hein. Donc c'est important d'avoir souvent ce recul sur la part qui surréagit, surtout quand c'est toujours le même sujet, ça peut être les tâches ménagères, peu importe. Regardez votre sujet chaud en fait, et de vous demander, au fond, qu'est-ce que je veux vivre avec cette personne ? Et est-ce que ce que je fais, ou est-ce que ce que je vais dire, me permet d'atteindre mon objectif, d'être en harmonie par exemple, ou de faire vivre l'amour, ou pas ? Donc ça peut, en prenant une seconde d'observation, pouvoir vous mettre dans ce qu'on appelle dans l'état du moi adulte, c'est-à-dire vous mettre en retrait sans surréagir. Et parfois, ça vaut la peine dans des disputes comme ça de dire, bon attends, je prends un quart d'heure, là c'est un sujet qui me stimule trop, je vais prendre un quart d'heure, je sors dehors, ou je sais pas, je vais prendre le chien, vous faites ce que vous voulez, et je reviens. Histoire de tempérer le truc et de mettre un joker, c'est-à-dire de ne pas surréagir en mode gna gna, et ça grimpe dans le conflit. Ça, c'est une forme d'hygiène relationnelle. Parce que si vous dites directement à l'autre ce que vous n'aimez pas, en général, l'autre, ça le blesse. Donc c'est sûr que quand on fait du action-réaction, du tac au tac, en général, ça fait ping-pong. Et l'autre est sur la défensive et il va répondre en se défendant. Donc ce n'est pas toujours terrible d'y aller comme ça. Même si parfois on ne peut pas s'en empêcher, ça va très vite, bon. Mais quand même, observer quand il y a trop de surréaction, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc,
moi, je vous propose déjà d'être observateur de cette part qui surréagit, qui est une part de vous. Ce n'est pas tout vous, c'est une part de vous. Et ensuite, de dire, ah, mais qu'est-ce que je veux au fond? Quelle est mon intention? Est-ce que mon intention, c'est vraiment d'avoir raison, c'est de me faire comprendre, donc il ne comprend rien, c'est un nul, ou il faut qu'il aille dans ma direction? Ou est-ce que c'est plutôt de vous faire entendre, écouter, et que l'autre puisse ne pas se défendre? Parce que si vous parlez sur un mode reproche, en lui disant tu fais pas ci, tu fais pas ce que je veux, ça ne va pas marcher. Un truc qu'on fait, nous les thérapeutes, que je peux vous donner, qui est un truc de thérapeute, qui est, on fait un sandwich, autour d'un truc qui ne va pas, on fait un sandwich de ressources. Quand on a envie de dire un truc qui ne va pas même à un patient, ou de faire travailler un patient sur un trauma, c'est pareil. On ne va pas direct dans le trauma, parce que là, il va être comme ça, complètement activé. Hein, donc on n'y va pas comme ça. On fait une couche de ressources, c'est-à-dire qu'on commence par dire, par exemple, un truc sympa, genre, là, si c'est dans la dispute, hein, un couple, vous disputez, vous n'êtes pas d'accord sur, je sais pas, vous avez envie de vous coucher tôt, moi c'est mon cas, moi je me couche tôt, l'autre il se couche tard, bon, j'ai pas envie de traîner pendant encore 1 heure, donc je lui dis un truc sympa, oh, j'adore être avec toi, mais quand tu as envie de te coucher tard ou de regarder encore un film qui va durer 1 heure ou 2 et que moi pas, ben voilà, alors là je lui dis ce qui va pas, hein, donc je fais j'adore être avec toi, ça c'est le truc qui va bien, mais et après je dis ce qui va pas, donc on va pas éluder, j'ai dit on va pas éluder, hein, on fait un sandwich, donc un truc qui va bien, parce que c'est vrai, j'ai pas l'intention de te dire ouais c'est nul, tu veux toujours te coucher tard, ça me saoule, non, même si j'en pense pas moi. Hein. Je veux dire, par exemple, hein, je vais dire ah mais non mais j'adore être avec toi, mais quand tu as envie de regarder ton film jusqu'à 2 h du matin et que moi pas, bah moi ça me crée un malaise. En plus moi je me sens fatiguée en plus, et j'ai pas envie de te rejeter parce que tu veux regarder ton film, parce que j'aime bien regarder des fois des films avec toi. Et on remet une couche de ressources, hein, le sandwich au milieu. Et mon intention c'est pas de te rejeter. Hein, mais c'est juste que de te faire entendre que moi, voilà, moi, pour ma santé, enfin pour mon bien-être, j'ai besoin de me coucher tôt, parce que sinon je suis fatiguée le lendemain. Voilà, donc vous voyez la différence entre je te balance le truc comme ça, ouais, c'est toujours en train de me coucher tard, ça me fatigue. Bon. Sinon, c'est un exemple de comment on peut travailler avec la dispute tout en faisant glisser le reproche. Hein, parce qu'on dit quand même que ça ne va pas, mais on l'enrobe avec l'intentionnalité de ne pas faire du mal à l'autre. Parce que ce n'est pas ça qu'on veut au fond. On ne veut pas faire du mal à l'autre quand on n'est pas d'accord. On ne veut pas forcément prendre le pouvoir. Hein. On veut se faire entendre. Et donc, c'est le travail sur la différence. Et toute la problématique du couple durable, c'est de faire travailler sur la différence, c'est d'accepter la différence. Et bon, la complémentarité, tant mieux, parce que bon, quand on est similaire, c'est facile. Mais quand on est différent, on est complémentaire, mais c'est difficile à se faire accepter dans la différence. Ça va être tout le travail du couple, hein, je vous rappelle. Donc voilà. Alors, moi, ma vision, enfin ma manière de voir les choses est celle-ci. C'est que les disputes, pour moi, c'est pas vous avez compris, c'est pas enterré. C'est pas non plus à s'exciter comme un pou dans des luttes de pouvoir quand c'est possible, en ramenant le même sujet dans la discorde, avec beaucoup de reproches, tutu, klaxon, etc. J'ai l'habitude de faire des pratiques comme celle-là, ou, donc c'est des protocoles quand même, hein, ou autre manière de gérer la dispute, c'est de mettre un cadre, j'en parle souvent dans mes conférences, de mettre un cadre sécurisé en disant voilà, le sujet par exemple, je sais pas, on est sur la sexualité où il y a un blocage, on va en parler, moi je vais mettre 5 minutes pour moi et après tu auras tes 5 minutes, pendant que tu as 5 minutes, pendant que j'ai 5 minutes, toi tu te tais en face, tu ne m'interromps pas et moi je dis tout. Ce qui est important pour moi de dire au sujet de la sexualité que j'ai avec toi, par exemple. D'accord ? Donc, sparadrap en face, hein. Interdiction de répondre. Donc, il y a une consigne très claire. Et après, à ton tour, de me dire ce qui est important pour toi, de me faire savoir au sujet de la sexualité avec moi, par exemple. Si on est sur ce truc-là. Donc, il y a un temps d'écoute où l'autre ne peut pas interférer.
Ça peut être intéressant aussi de rajouter une question du style dis-moi une chose sur laquelle tu penses que nous sommes d'accord, au sujet de la sexualité par exemple, parce qu'on ne va pas non plus se mettre que sur la tronche, sur ce qui ne va pas, hein, ce qui fâche. Donc ça peut être intéressant aussi de nous faire parler de ce sur quoi on est en accord. Mais en tout cas, quand moi j'ai la parole, toi tu ne parles pas. Et tu ne vas pas te justifier, ni parler sur moi, ni raconter quelque chose de plus, rien. Tu ne vas pas te défendre. Tu vas juste écouter, m'écouter, et toi, je vais t'écouter à ton tour. Donc ça, c'est des protocoles qui sont pas mal, que moi je fais souvent, avec mes partenaires, mon partenaire, n'importe, parce que c'est de l'écoute. Voilà. Et donc, de glaner des informations sur comment l'autre voit les choses à sa manière, ce sur quoi lui, il est heurté, sans que j'interfère, en mode tac au tac, sur réaction, action, réaction. Voilà. Donc, je vous donne des idées. Alors, je suis allée voir les Américains, parce que j'aime bien aussi voir ce que disent les coach love américains connus sur le sujet des disputes, quand même. Hein. Je me suis intéressée aux autres, parce qu'en général, ils ont plutôt des années d'avance sur nous, quand même, sur leur manière de voir les choses. Alors, j'ai trouvé une Américaine qui est très connue, qui s'appelle, je ne sais pas si vous la connaissez, en tout cas maintenant, vous la connaîtrez. Elle s'appelle Laura Doyle, et elle a une vision très traditionnaliste. Elle a écrit un best-seller qui a été traduit dans je ne sais pas combien de langues, qui s'appelle The Surrendered Wife et The Empowered Wife. Alors moi j'ai bon. Donc c'est la femme qui s'abandonne, c'est l'épouse qui lâche en fait. Voilà. Ça a été traduit en français super mal, hein. Qui lâche prise en fait. Surrendered c'est s'abandonner, mais en fait ça a été traduit par la femme qui se soumet à l'homme ou un truc comme ça. Enfin un truc, bon c'est pas tout à fait ce qu'elle voulait dire, mais bref. Donc elle a une vision assez marrante, je trouve, qui peut être intéressante, parce que moi, au départ, je me suis dit, oh là là, mais c'est quoi ce truc de femme soumise? On est dans une époque complètement féministe, ça ne va pas le faire, son truc. En fait, pas du tout. Alors, elle a une vision, c'est pas mal. Elle a dit, les disputes viennent du contrôle, c'est-à-dire que, selon elle, il y a beaucoup de conflits qui naissent parce que, et là, c'est les femmes, hein, vis-à-vis des hommes, hein, on n'est pas sur l'inverse. Elles essaient de gérer ou d'améliorer leur partenaire. Elles veulent tellement avoir raison, en pensant bien faire. C'est-à-dire, par exemple, ah oui, mais tu ne manges pas ce qu'il faut manger. Moi, je suis végane et donc tu devrais manger comme moi, je pense. Tu as vu, tu manges 3 tonnes de trucs, de sucre, de glace, machin, nanana. Et donc, c'est pas sain pour toi. Tu devrais faire comme moi, je pense. Et donc, par exemple. Donc, du coup, ce qui amène une dynamique de contrôle. C'est-à-dire, c'est comme si elle veut prendre le contrôle en pensant qu'elle a raison, qui pousse l'homme, par exemple, à se refermer, à se défendre ou à fuir. Donc, l'idée étant d'arrêter pour elle que les femmes veulent absolument avoir raison voilà. Elle dit, voilà, plus vous voulez avoir raison, plus il se sent non respecté, plus vous lui faites confiance et plus il se sent digne de confiance et mieux ça va. Donc, elle est plus pour la paix des ménages, hein, vous avez compris. Et elle recommande plutôt d'éviter de ne pas répondre, de parfois ne pas répondre. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure aussi, de ne pas toujours répondre du tac au tac. Plutôt, et d'éviter l'escalade pendant une dispute, surtout si la tension est haute. Donc elle dit que ce n'est pas de la soumission, mais c'est plutôt un choix conscient de préserver la paix que de ne pas toujours vouloir monter au créneau en voulant contrôler le mec, quoi, son mari. En fait, ça a commencé parce qu'elle était au bord de son divorce. Et elle a dit, j'ai été voir les femmes qui, justement, duraient dans leur couple, et je les ai interviewées. Et elle disait, voilà, ce qui marche, c'est de ne pas toujours monter au créneau, c'est d'arrêter de les contrôler toutes les 5 minutes sur des sujets qui ne les intéressent pas tant que ça. Voilà. Et elle dit, les disputes, pour elle, sont souvent inutiles et destructrices. Et ça vient souvent d'une volonté de contrôler, pas très consciente, en particulier les femmes qui veulent bien faire. Et elle dit, on ne peut pas, c'est marrant hein, comme point de vue, on ne peut pas avoir l'intimité et le contrôle en même temps. Donc elle dit, voilà le pouvoir du lâcher-prise, pratiquer le lâcher-prise émotionnel et relationnel sur des sujets non essentiels, et de faire confiance au leadership de leur partenaire. Ce n'est pas de la soumission au sens négatif, plutôt une posture d'abandon et de la lutte pour créer un climat d'amour et de respect. Bon, il se trouve qu'on arrive dans une période où les femmes, elles veulent absolument... C'est le truc des féministes, là. Hein, c'est parce que là, elles arrivent dans la pendulation, vous avez compris, du mouvement conservateur. Parce que quand les féministes prennent trop le contrôle, quand elles sont trop mordues,
elles défendent tellement tous les sujets que les mecs, ils sont paumés, c'est ce qu'elle dit en fait. Et qu'à un moment donné, on voit les retours de pendulation, hein, quand les femmes prennent le pouvoir, après on retourne aux conservateurs. Là, c'est un peu que la partie traditionnelle, hein, c'est plus conservateur. Hein, bon, voilà, donc on est dans les discours opposés. Ils ont quand même souvent 10 ans d'avance sur nous. Hein. Je vous le dis parce que ça risque d'arriver. Donc, oui, bah, il y a des discours, on voit arriver même en France des discours beaucoup plus traditionnalistes. Hein, retour au couple tradit, aux missions, l'homme a sa mission, la femme a sa mission, les rôles bien séparés. Voilà. Et donc là, elle défend des valeurs, voilà, d'abandonner la lutte, défendre tous les droits d'égalité, pour rien. Bon, c'est ce qu'elle dit. Bon, c'est pas mal. Voilà. Donc arrêtez de dire par exemple tu m'aides jamais à la maison, dire plutôt j'aimerais plus de soutien à la maison, je me sens fatiguée. Bon, ben, ça tout le monde le dit, hein, de parler en mode jeu. Voilà. Dire plutôt je me sens, plutôt que de corriger, de dire plutôt je me sens dépassée, je veux juste me sentir proche de toi. Si, au lieu de dire tu m'écoutes pas, t'es pas là, t'as pas d'attention, je veux juste me sentir proche de toi. Merci pour ce que tu fais. Alors toujours le truc de la gratitude, c'est très américain aussi ça, mais aujourd'hui on est beaucoup dans la gratitude partout. Hein. Donc remercier, hein, dire ah oui mais merci de tes petites attentions quand même pour tout ce que tu fais. Là tu fais le jardin, tu fais le bricolage, tu fais la maison, tu fais nini, tu fais nana. Voilà. Oui, bah oui, la gratitude dans les deux sens, on est d'accord. Donc elle dit comme ça, la vulnérabilité désarme beaucoup plus le conflit que les reproches. Et l'admiration, les louanges, les compliments. Voilà. Bon, c'est les petits trucs, hein. Je pense que intuitivement on le sait, mais est-ce qu'on le fait? C'est un peu de la manip, mais souvent c'est mieux que de se mettre sur la tête. Donc ça c'est la vision de Laura Idol que vous pourrez écouter ou regarder parce qu'elle est quand même assez marrante et qu'elle a un succès fou quand même, il faut dire ce qui est. Autre américaine très très connue, qui est une psychologue déjà belge au départ, je crois, et qui vit aux États-Unis et qui a un succès fou, qui s'appelle Esther Perel, que vous connaissez certainement parce que je l'ai déjà citée, et puis elle est très connue. Elle a travaillé beaucoup sur l'infidélité, elle a écrit Je t'aime, je te trompe, bon, elle est archi connue. Je vous transmets aussi sa vision parce que je suis assez proche d'elle en général, et elle dit que les disputes sont normales et donc nécessaires. Elle ne diabolise pas les conflits, c'est un peu ce que je disais aussi, parce que, selon elle, c'est quand même des symptômes de tensions beaucoup plus profondes. Par exemple, elle appelle ça les histoires sous les histoires. C'est-à-dire, souvent une dispute, par exemple, sur t'as pas rangé la vaisselle, en fait, au fond, c'est je me sens pas respectée. Donc, le contenu, c'est la vaisselle, ou les chaussettes, hein, ou le linge, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est le besoin fondamental qui est derrière, l'histoire sous l'histoire, c'est au fond quand tu ne fais pas autant que moi, je ne me sens pas respectée. Donc il y a une problématique sur les frontières. Je ne sais pas mettre mes frontières de manière claire si j'accepte toujours et encore que tu ne ranges pas autant que moi. Hein, et c'est souvent je ne me sens pas respectée et je n'arrive pas à me faire respecter. Donc c'est ça que ça révèle la dispute derrière l'histoire simplement du contenu de la vaisselle, voilà. Vous comprenez? Donc c'est important parce que ce qu'elle dit et ce que je pense et ce que je vérifie souvent, c'est que c'est derrière le symptôme apparaissent les vraies raisons, les vraies tensions, qui est une porte d'entrée vers l'intimité en fait. L'intimité c'est ah oui, mais au fond c'est pas tellement le sujet de la vaisselle. Le sujet c'est le respect. Comment je mets mes frontières? Comment j'ai besoin d'être respectée? Donc on est pareil. Ou par exemple, ça peut être tu m'écoutes pas, c'est pas tu m'écoutes pas le vrai problème. Le vrai problème, l'histoire en dessous, c'est je me sens seule. Quand tu es sur ton téléphone pendant qu'on est à table et que tu es addict à ton téléphone, un grand classique du genre en ce moment, d'accord, et que ça a l'air urgent ce que tu fais, mais que moi j'en sais rien pendant qu'on est à table. Donc, c'est pas, si je te fais le reproche, tu ne m'écoutes pas, de nouveau, on est dans le contenu. Au fond, c'est je me sens seule, je ne me sens plus en lien avec toi. Et ça, c'est beaucoup plus profond que simplement tu ne m'écoutes pas, tati tata. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important parce que les disputes ne sont pas sur ce qu'on croit. Elles sont beaucoup plus sur des problématiques de connexion, de respect, de frontières, de besoins essentiels. Qui parle de nos blessures, de nos attentes et de nos insécurités. Je trouve ça
extrêmement important de voir que derrière chaque dispute, vous avez rappelé les 9 sujets, hein, il y a une quête identitaire et souvent une lutte autour de l'estime de soi, hein, qui est à travers de gérer son tort. Le besoin d'être vu, je ne me sens pas assez important, tu ranges pas, mais ça veut dire ou tu reconnais pas, ou tu me dis pas un merci, ou ce que le plat que j'ai fait est bon, parce que j'ai besoin d'être vu et reconnu et aimé par toi. Et donc je ne me sens pas assez important pour toi si tu ne me reconnais pas, tu ne me donnes pas un signe d'appréciation quand je fais un geste pour toi, homme ou femme, hein, peu importe. Hein. Voilà, donc ça peut être l'estime de soi, le besoin d'être vu, d'être reconnu, d'être aimé, et ça peut être aussi le pouvoir dans la relation. Quel pouvoir j'ai si tu passes ton temps à t'intéresser à ton boulot ou à la voisine d'à côté ou à toutes les nanas sauf moi ou à tous les mecs sauf moi, quel est le pouvoir, comment je suis important pour toi. Voilà. Donc souvent, à travers toutes ces disputes, que ce soit l'argent, la belle-mère, les enfants, le ci, le ça, le mi, souvent on se bat parfois pour savoir est-ce que je compte au fond pour toi ou pas. Là c'est la vraie question de fond, qui n'est pas traduite comme ça, qui est traduite au fond, mais par la périphérie. Voilà, donc elle va parler, Esther Perel, de disputes conscientes, d'identifier ses déclencheurs, de ne pas chercher à avoir raison, de mieux comprendre l'autre, et ce fameux truc de réparation. Hein, comment, après le conflit, j'avais parlé de se rejoindre, elle dit la même chose, comment on répare. Il va y avoir un moment où il va falloir arrêter ces trucs de ressentiment qui tournent en boucle, ce qu'on appelle le moment des pardons. Hein. Est-ce que tu peux reconnaître que ça m'a blessé ou que tu ne m'as pas assez écouté? Ça, c'est extrêmement important. Reconnaître la blessure infligée, que tu as minimisée, que tu n'as pas compris que c'était important pour moi, que tu ranges la vaisselle et que tu ne la ranges pas. C'est peut-être pas important pour toi, mais pour moi, c'est important. Que je répète sans arrêt la même chose. Est-ce que tu peux reconnaître que tu minimises ce qui est important pour moi, par exemple? Voilà. Tant que ceci n'est pas fait, vous ne pouvez pas pardonner, vous ne pouvez pas passer à autre chose, vous ne pouvez pas ouvrir une autre page. Et c'est problématique. Donc, réparer après le conflit, ça va être se rejoindre, sinon la tempête ne passe pas. Sinon, ça va bouder. Sinon, ça va ressasser. Et ça va ressortir le sujet 3 mois après, 2 mois après, 6 mois après. Hop, le sujet, il s'installe et il creuse. Vous voyez? Donc, c'est important de se poser la question, ok, le conflit, on a été en conflit, comment on répare, hein? Comment on se rejoint après? Et c'est souvent une histoire de minimisation. Tu n'as pas assez reconnu que c'était important pour moi, parce que ce qui était important pour moi ne l'était pas pour toi. Voilà. Donc cette qualité de réparation, elle va donner crédit à des couples qui sont solides en fait. Donc les couples qui sont solides et qui durent ne sont pas ceux qui ne se disputent pas, si vous avez compris ce que je voulais dire, mais ceux qui savent revenir à l'autre avec humilité et curiosité. Et ça, c'est ce qu'elle défend, et c'est souvent ce que je dis aussi d'ailleurs. 4 cavaliers de l'Apocalypse, au sein de la dispute, qui est la critique, je pense que vous êtes d'accord avec moi, t'es toujours, tu devrais, t'as jamais, le mépris, soupir, moquerie, sarcasme, la défense, c'est pas moi, c'est toi, et la fuite émotionnelle. Se couper, ne plus répondre, bouder, les gens qui font la coupure du lien. Ah, puisque c'est comme ça, je ne te parle plus. Voilà. Et donc, critique, mépris, défense, fuite émotionnelle. Donc il y a 4, ce que j'appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc quand ces 4 ingrédients sont présents de façon répétée, le couple, il est quand même en danger. Ce n'est pas des communications non violentes. Hein. Alors évidemment, les antidotes, hein, c'est remplacer, c'est la com non violente, hein, on est toujours sur la base de la communication, qui est remplacer la critique par une demande claire, je ressens, j'ai besoin, remplacer le mépris. Alors quand on est dans le mépris, c'est que vraiment ça va pas. Hein. C'est que vraiment, alors on n'en a plus rien à foutre de l'autre. Hein. Le mépris, c'est vraiment je te prends de haut. Ça arrive dans les couples où il y en a un qui est très dépendant de l'autre, donc il donne le pouvoir à l'autre. Donc il peut y avoir du mépris parce que tu es dépendant de moi. Ça peut être la dépendance affective. Hein. Remplacer le mépris par l'admiration et la gratitude. Donc ça, c'est possible quand il n'y a pas cette problématique de dépendance.
Remplacer la défense par la responsabilité partagée. Alors ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je préconise tout le temps, qui est la responsabilité partagée, reprendre sa responsabilité. Plutôt que de se défendre tout. Ah, tu m'as dit ça, c'est de ta faute, tu me blâmes. Au lieu d'être la victime, quelle est ma responsabilité? J'arrête pas de confronter les gens. Tous les jours dans mes séances, je passe mon temps à stopper les personnes qui parlent en mode victime. De manière assez confrontante, ma foi. À chaque fois, je leur dis, bon, écoute, là, arrête de pleurer sur ton sort. Je suis probablement d'accord avec toi que il ou elle n'a pas fait ci, ça, mi, et que c'est pas OK, en tout cas pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais à cet endroit où c'est pas OK pour toi? Sinon, tu passes ton temps à pleurer, mais il va rien se passer, en fait. Donc, reprends ta responsabilité, réapproprie-toi, reprends le pouvoir sur toi. Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu fais de ça, maintenant? Voilà. C'est assez, bon, assez confrontante, mais en général, ça marche. À savoir aussi que sur les histoires de disputes, quand on se fait des reproches comme ça, si vous... je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 5 interactions positives pour une négative. Donc dès que vous envoyez un scud, ou un blâme, ou un reproche, il faut 5 interactions positives pour que ça se répare. Vous ne le savez peut-être pas, mais enfin, bon, ça fonctionne comme ça. Donc les couples qui durent, en général, vont avoir tendance à mettre leur attention sur les sujets qui fâchent. On les a vus, il y a des sujets qui fâchent, des fois il y en a 1, 2, 3, et ils veulent régler les problèmes sur les sujets qui fâchent, ou avoir raison et emmener l'autre dans leur direction. Sauf que il faut 5 interactions positives pour une négative. Vous avez compris combien c'est compliqué. Donc l'habitude n'est pas prise sur mettre l'attention sur les louanges, sur les compliments, sur le remercie, sur l'affection, sur les élans de tendresse, sur l'écoute, sur la reconnaissance. Voilà, hein, vous avez vu, c'est compliqué parce que ce n'est pas inné. On ne met pas notre attention sur ce qui va bien, on met notre attention sur ce qui ne va pas bien pour résoudre le problème. On est fabriqué comme ça dans notre espèce. Donc, pour inverser la vapeur, vous avez vu, je vous ai donné des idées de sandwich ressources, là. Des protocoles de sécurité pour parler sans être en mode je t'interromps toutes les 5 minutes. Mais en tout cas, il va falloir inventer des trucs pour qu'il y ait des rituels d'affection, d'écoute et de reconnaissance. Parce que s'il y a une intervention négative, 5 positives pour une négative, vous imaginez comment certains couples qui ne passent plus que leur temps à se faire des reproches, ils arrivent en thérapie, je vous avais dit, c'est la catastrophe, quoi. Il n'y a plus rien à faire. En général, on n'arrive même plus à les sauver parce qu'ils sont tout le temps en train de... Ils sont tellement en train de se blâmer l'un l'autre. Et c'est tellement des grosses luttes de pouvoir, il y a tellement de friction que on ne sauve plus rien. Là. Ils sont arrivés à des invités. Mais c'est important. C'est important de connaître ce postulat, de savoir qu'une intervention négative, un scud, par exemple, je t'envoie un truc pas sympa, et que j'ai pas pu faire mieux que de te l'envoyer parce que j'ai surréagi, eh ben, il faut 5 trucs positifs derrière. Voilà. Donc, alors ça peut être une blague aussi, hein, ce con d'humour. Ça peut être aussi une manière de désamorcer la dispute et de reconnecter le couple. Hein. On n'est pas obligé de toujours passer en mode raide. C'est vrai. Donc la légèreté, moi je sais, je me débrouille pas mal avec l'autodérision ou la dérision ou la légèreté, ça passe pas mal. Mais des fois on ne l'a pas. Hein. Sur certains sujets, on a vu des sujets qui fâchent ou des sujets vraiment qui vous prennent à cœur. Des fois vous n'avez plus la légèreté, vous n'avez plus l'humour, il n'y a plus de marge. Mais c'est pas mal des fois de passer aussi par la complicité de l'enfant intérieur à l'autre enfant intérieur. Voilà, pour traverser les crises. Alors, question que je vais vous poser, question du soir, bonsoir. Y a-t-il des sujets alors, réfléchissez, pour lesquels vous vous disputez encore et encore? Donc, vous prendrez un stylo, peut-être pas ce soir, pour réfléchir et noter sur un bout de papier quels sont les sujets sur lesquels vous continuez de vous disputer encore et encore. Donc, les sujets qui fâchent. Alors, voilà, ça peut être l'enfant, les engagements, ça peut être l'engagement. Bon, on va tomber en général sur les valeurs, hein. La politique, la misogynie, bon, on l'a vu, hein, les sujets qui fâchent. Bon, en général, vous allez trouver un truc.
en général, on est focus sur le sujet. Et quand on est polarisé sur une de nos valeurs, par exemple l'éducation des enfants, on ne voit plus qu'à travers ce prisme. On ne voit plus que ça. On voit l'autre à travers ce prisme, ce truc-là. On est polarisé ce truc-là. On oublie tout ce qui nous relie en profondeur. C'est vrai, hein, on est déconnecté du reste. En fait, on zoome sur un point et on défocalise l'ensemble. Et du coup, on a du mal à voir la globalité. On n'a plus de marge, en fait. On est activé sur un point et on ne voit pas l'ensemble. Donc, c'est important quand même de voir ça, de prendre ça en considération, de se dire, est-ce que je peux dézoomer un peu et voir aussi ce qui nous relie dans la globalité, de mettre mon attention sur ce qui va bien aussi, plutôt que de voir toujours le verre à moitié vide sur un point. Après, il va falloir résoudre le truc. Par exemple, on passe toujours nos vacances chez tes parents, y en a marre. Donc, la question de la valeur, c'est pas la réponse, est-ce qu'on passe tes vacances chez tes parents ou chez les miens? Le sujet, c'est beaucoup plus vaste. C'est quelle est la place de la famille élargie dans notre couple? Ça, c'est un vrai sujet. Si c'est sur l'engagement, il y en a un qui veut s'engager, pas l'autre. Quelle est la place de l'engagement dans le couple? Si c'est l'argent, ce sur quoi, le sujet l'argent, ce sur quoi on s'unit, ce sur quoi on fait compte séparé. Voilà, donc c'est un sujet qui est plus vaste, qui est la valeur, argent par exemple, notre manière de voir l'argent, notre représentation à l'argent, plutôt que ah, t'as pas payé ça, moi j'ai payé ça, c'est toujours moi qui paye. Bon, voilà. Donc essayez de travailler plutôt sur la valeur pour élargir un peu le champ que d'être focus sur un point. Ça vous aidera aussi. Ça, c'est encore une piste que je peux vous donner en plus. Une fiche pratique pour conclure, pour désamorcer une dispute selon Véronique, c'est-à-dire moi. Je l'ai faite, je me suis dit, tiens, moi, c'est quoi ma fiche pratique? Alors, petit 1, si je suis dans je récapitule, si je suis en surréaction, quand je fixe sur un point, sur un des 9 sujets, soit je m'éloigne en disant, je vais être trop agressive, là je vais attaquer, ou je vais fuir, pareil. Donc, je m'éloigne, je me dis, je vais me prendre un quart d'heure, ou je vais dire, écoute, je prends du temps pour réfléchir au sujet, mais là, je ne te réponds pas à chaud, quoi. Okay. J'accueille la colère. Accueillir la colère comme étant quelque chose de normal. C'est normal, on n'est pas en accord tout le temps. Donc il y a de la colère, c'est l'émotion qui va avec. Mais apprendre à faire la différence entre la colère et la violence. La colère n'est pas la violence. La violence, c'est vraiment je veux te détruire, je veux avoir raison, je veux gagner. Donc c'est le mode chacal. Hein. Tu vas faire ce que je veux, c'est grave, tu m'écoutes pas, ça fait ras-le-bol, ça fait 10 mois que tu m'écoutes pas, maintenant tu vas m'écouter. Voilà. Donc ça devient violent. La colère, c'est vraiment l'énergie de la colère, c'est ok, je suis fâchée, je peux te dire je suis fâchée, j'ai mes raisons, mais je ne cherche pas à te détruire, ou je ne cherche pas à prouver absolument que j'ai raison et que toi, t'es minus, quoi. Voilà, je ne cherche pas à dominer. Ensuite, placer cet espace d'écoute, pour moi, c'est vraiment écouter. Ces protocoles d'écoute sans interrompre, comment je me sens, comment tu te sens, ce qui va créer aussi le mode de se rejoindre après la dispute. Moi, je trouve toujours important, quand c'est pas à chaud, de revenir à froid en disant, bon, ok, on s'est disputé, bon, ça c'est vrai. Comment tu te sens maintenant? Comment moi je me sens maintenant, après cette dispute, mais peut-être pas 10 minutes après, hein, peut-être le soir, le lendemain, au petit déjeuner. Comment tu te sens, comment je me sens? Et chercher à comprendre, pas le contenu de la dispute, mais chercher à s'écouter sur comment chacun se sent. Juste sur les ressentis, pour travailler sur comment je vais me rejoindre, comment je vais faire un pas pour me réunir à nouveau, plutôt que de rester scotché sur le contenu. Même si c'est un contenu sensible, ça peut être un contenu de jalousie, ou un contenu, je ne sais pas quoi, argent, ou n'importe quel contenu qui est sensible, à un moment donné, la question c'est comment on va se rejoindre. En tout cas, comment chacun se sent après, maintenant. Et puis, sur le sujet, après, il faut quand même travailler sur le contenu à un moment donné. Quel est ton besoin, quel est mon besoin? Et comment on peut s'écouter, se comprendre, éventuellement résoudre le problème, ou pas? En tout cas, s'écouter. Et puis, comment peut-on faire différemment la prochaine fois? Parce que le sujet, souvent, quand c'est un sujet sensible, il va revenir. Souvent, il ne se règle pas comme ça, hein, surtout si on a des visions éloignées.
Donc, comment peut-on, c'est questionnez-vous, comment peut-on faire différemment la prochaine fois que le sujet va revenir sur le tapis? Voilà. Voilà. Et finir par un geste tendre, un câlin, un regard, une main tendue. Merci d'avoir parlé avec moi. C'est toujours mieux que de passer à autre chose et de retourner au quotidien comme si rien ne s'était passé. Ça, c'est ma vision des choses. C'est comme ça que je pratique en général. Hein. J'ai toujours cette réflexion que je me fais qui est OK, il y a une dispute, c'est inéluctable. Il ne peut pas ne pas y avoir de dispute puisqu'on est tellement différents, surtout que souvent je fonctionne avec des partenaires qui sont très différents de moi. En même temps, je me dis mais comment on peut se rejoindre après? Comment on peut se réunir après s'être éloigné? Est-ce que la forme compte tant que ça? Non. Ce qui est important dans mon intention, c'est le fond en fait. Et le fond, c'est l'amour en fait. L'amour, c'est de se réunir, c'est de voir qu'est-ce qui nous rassemble plutôt que qu'est-ce qui nous disjoint. Parce que si je me suis mise en couple avec cette personne ou en relation un peu dense, c'est parce que il m'intéresse ou elle m'intéresse. C'est vraiment qu'il y a des bonnes choses, sinon je n'ai pas du tout d'intérêt de faire relation avec. Voilà. Donc comment je peux faire la part des choses, dézoomer au lieu de fixer sur un point, et puis voir comment on peut faire un pas. En tout cas, moi je suis toujours, j'ai pas de truc d'honneur, de me dire oui, bon, si c'est moi qui retourne la première, c'est toujours moi qui retourne la première, ça devrait être lui qui retourne aussi. Non, j'y retourne parce que j'ai toujours cette invitation à me réunir plutôt qu'à me désunir. Et j'ai pas de truc, j'ai pas d'orgueil sur c'est moi qui fais le premier pas, si l'autre sait pas faire le premier pas, enfin je m'en fous, ça n'a pas d'importance. Voilà. Enfin moi je vois les choses comme ça. Après je suis pas non plus pour la soumission, hein, parce que ne rien dire c'est aussi se soumettre, j'en pense pas moins mais je ne dis rien. Et ça c'est très malsain, hein, de ne pas oser dire ce qu'on pense et d'être hypocrite, au bout d'un moment ça passe en passif-agressif. Donc ça non. Alors je ne dis pas non plus complètement. Je ne pense pas que Laura Doyle disait se soumettre, arrêtez de vous soumettre. Mais c'est plutôt d'arrêter vraiment d'être emmerdeuse, d'être une emmerdeuse par rapport à des mecs. Ça c'est autre chose. Mais se soumettre en ne disant rien, ça c'est une catastrophe aussi, que ce soit homme ou femme. Donc ne rien dire, ne pas éviter les conflits, ça c'est niette. Passer son temps dans les conflits à être toujours fâché, sans essayer de trouver une espèce de régulation émotionnelle, d'écoute et de voir à quel endroit on se rejoint, non plus. Et d'ailleurs, si par hasard vous avez trop de disputes dans un couple sur un sujet qui ne peut pas se rejoindre, par exemple, toi tu veux des enfants, moi j'en veux pas, toi tu veux du sexe, moi j'aime pas, c'est pas mon truc, eh ben, à un moment donné, si vous n'êtes vraiment pas compatibles, je l'ai dit et je le redis, posez-vous la question si la relation est viable. Est-ce que ça vaut la peine de rester 107 ans dans une relation où vous n'êtes pas compatibles? Mais à quoi ça sert, même s'il y a du bon? Donc ça, c'est une vraie question de fond. Parce que quand il y a trop de disputes, des fois, ça sert à quoi? Il y en a qui aiment ça. Alors, je pense pas, on n'est pas maso, elle a dit, il y en a qui aiment ça. Donc les gens n'aiment pas, parce que c'est très désagréable, c'est beaucoup de tension, des fois ça somatise, ils prennent la tête, comme on peut dire. Mais c'est un lien de dépendance. Hein. On parle plutôt de liens toxiques, de liens d'attachement toxiques, qui sont des liens de dépendance ou de codépendance, où on n'arrive pas à imaginer, envisager la rupture. Souvent, la racine du mal, c'est la solitude. Hein. C'est si je fais sans l'autre, que vais-je devenir? Je n'ai pas mes appuis, je ne sais pas, et on retombe sur l'histoire du vide affectif, qui est en général la racine du mal. Mais ces attachements sont toxiques. S'il y a tout le temps des disputes dans des couples et qui sont attachés par des liens haineux ou des liens de discorde perpétuelle et qu'ils ne savent pas faire mieux, c'est qu'il y a une peur de la rupture. Sinon, pourquoi ils sont pas? On n'est pas maso. On est orienté sur le plaisir et pas le déplaisir. Mais il y a une espèce de confort parce que ce lien qui est conflictuel est en général soit familier parce qu'il y a eu des disputes, des conflits ou de l'autoritarisme dans l'enfance, donc il y a quelque chose de familier, et ça fait beaucoup moins peur que la solitude. Et c'est ça la problématique. Donc ces couples, mais bon, après, il y a un travail à faire sur la solitude quand même. Mais néanmoins, effectivement, il y a des couples qui vont soi-disant préférer se disputer, en réalité, ils ne préfèrent pas se disputer. C'est qu'il y a un attachement malsain sur on ne sait pas faire autrement
on n'a pas les gammes, on ne sait pas faire, on n'a pas la compétence, et on est familier de ça, on ne sait pas faire autrement. C'est souvent la communication, mais c'est aussi... ce sont des compétences, hein. La compétence de la communication non violente, ce sont des compétences à acquérir. Donc ce n'est pas quelque chose d'inné. Et puis si vous êtes familier dans des attachements toxiques, c'est qu'il y a quelque chose à examiner de votre responsabilité plutôt que d'être victime. Voir, ah mais de quoi j'ai peur au fond? Pourquoi je reste et je m'enlise dans des relations qui ne me font pas du bien? Ça sert à quoi? Et là, vous allez trouver. Et donc on est de nouveau reprendre sa responsabilité personnelle, que chaque partenaire se pose la question, est-ce que j'ai vraiment intérêt à rester dans cette relation ou à changer de forme de relation? Ça peut être aussi changer de forme de relation. Si on ne peut pas faire un couple, est-ce qu'on peut faire des amis? Ou rien du tout? Ou je ne sais pas, ou autre chose, faites quelque chose. Mais ça peut être transformé, une relation peut être transformée, c'est pas obligé de rester tout le temps la même. Voilà, hein, on change, on évolue, tout peut bouger. Voilà. Est-ce que vous avez des... Je vois que le temps passe. Est-ce que vous avez des questions ou ça fait déjà 1h30, je suis très pipelette comme d'habitude. Ou des témoignages, ou des... Je sais pas, ou des commentaires sur les disputes? Non? Bon, bah écoutez, merci beaucoup hein, pour cette conférence.